magiciens, magiciennes, bienvenue dans votre podcast Changement de phase. Magiciens, magiciennes, bienvenue dans votre Upkeep. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi, Alex et Mario de vous accueillir pour discuter de cette nouvelle collection qui vient juste de sortir à nos portes, Tarkir Dragonstorm. Donc, on débutera cette première main en faisant quelque chose d'original. Donc, on aura sélectionné à tour de rôle un des 5 précons offerts par Wizard of the Coast. On y ajoutera notre petite sauce pour une valeur d'environ 25$ US pour modifier le deck et le mettre à notre sauce. On se dirigera ensuite vers la Combat Phase où on aura une discussion très animée à propos d'un enchantement qui est offert dans la collection. Je vous garde la surprise de savoir lequel. On terminera en second main avec un Snake Draft où, à tour de rôle, on vous présentera nos cartes favoris qu'on aura analysées de la collection et on terminera par la suite avec quelques mentions spéciales. Un épisode palpitant se trouve devant nous, donc on va s'y diriger immédiatement. On vide le stack et on se retrouve en première main. Magiciens et magiciennes, bienvenue dans cette première main. On vous l'a mentionné durant l'Upkeep. Aujourd'hui, ce qu'on va faire en groupe, on a décidé de choisir chacun un des précons de la collection qui sont sortis avec Tarkir Dragonstorm. Donc, on a tous choisi un précon. On a décidé de se mettre environ un budget aux alentours de 25$ pour mettre un upgrade sur le précon, puis montrer un peu comment on l'aurait modifié. On va y aller à tour de rôle. On va commencer avec vous, Mario. Mario, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Moi, je suis allé avec le précon Solitaire, donc noir, vert, bleu. Il y a 2 commandants dans cette boîte-là. Celui qui est sur la boîte, c'est Cotis Sibsig Champion. Donc pour 3, un noir, un vert, un bleu. Tu as une 3/3 Legendary Creature Zombie Warrior qui dit once during each of your turn, you may cast a creature spell from your graveyard by exiling 3 other cards from your graveyard in addition to paying its other cost. Whenever one or more creatures you control enter, if one or more of them entered from a graveyard or was cast from a graveyard, put 2 +1/+1 counters on Cotis. Par contre, moi, je trouve Cotis quand même très cool, sauf qu'il a l'air d'être pas mal bâti en Voltron, si on veut. Moi, je suis pas très quelqu'un de Voltron, donc je suis allé avec le commandant secondaire qu'il y a dans la boîte, qui est Teval de Balance the Scale. Donc pour 4, un colorless, un noir, un vert, un bleu, tu as une 4/4 Flying Legendary Creature Spirit Dragon. À chaque fois que Teval attaque, tu milles 3 cartes, puis tu retournes un land card de ton graveyard en jeu tapé. Sa deuxième habilité, qui est l'habilité que je trouve la plus cool, c'est que à chaque fois qu'une carte quitte ton graveyard, tu crées une 2/2 Black Zombie Druid Creature Token. C'est à chaque fois qu'une carte ou plus, donc s'il y a plusieurs séquences, on est correct. Si c'est plusieurs à la fois, ça reste quand même que ça va créer un 2/2 Black Zombie. Fait que tu nous présentes, en vérité, c'est un deck de rampe. Ça va te faire ramper en fou, dans le fond. Ça va faire ramper, puis c'est un deck qui est quand même drôle, que ça va être un deck finalement plus un deck de zombies qu'autre chose, tu sais. J'ai vu quelques cartes dans ce deck-là que je trouvais ça vraiment cool. Donc, la première, c'est un enchantement dans le noir qui s'appelle Teval's Judgment. C'est 2 colorless, un noir pour un enchantement qui dit que quand il y a une carte qui quitte ton graveyard, tu peux choisir une des options qui n'a pas été choisie ce tour-ci. Donc, on se rappelle du Monument to Resistance qu'on avait parlé dans Eater Drift à notre premier épisode. On revient avec un enchantement cette fois-ci qui fait à peu près la même chose, mais pour les cartes qui quittent le graveyard. Donc, ça va être, on pige une carte, on fait un trésor ou on fait un 2/2 Black Zombie Druid Creature. Donc, on a de la récurrence avec son commandant. La deuxième carte que j'ai trouvée vraiment cool, mais elle est très chère à caster, c'est le Colossal Grave Reaver. 8 à caster, 6 colorless, un noir, un vert pour une 7/6 Dragon Flying. À chaque fois que cette créature entre ou attaque, tu milles 3 cartes. Whenever one or more creature cards are put into your graveyard from your library, you put one of them onto the battlefield. Qui est extrêmement fort, mais ce qui est extrêmement cher à caster.
Donc, à chaque fois qu'une créature va rentrer dans notre graveyard, à partir de la librairie, on va pouvoir mettre une de ceux-là sur le battlefield. Et la troisième carte que je trouvais vraiment cool dans ce deck-là, ça c'est toutes des nouvelles cartes en passant, c'est Afterlife from the Loam. On connaît Life from the Loam, ça c'est le Afterlife from the Loam. Donc, 8 à caster, 5 colorless, 3 noirs pour une sorcery qui a Delve. Donc, pour chaque carte qu'on exile de notre graveyard, ce spell-là nous coûte 1 colorless de moins à caster. Pour chaque joueur, tu choisis un target creature card in that player's graveyard, puis tu les mets sur ton battlefield sous ton contrôle, puis cette carte-là, c'est un zombie en plus de ses autres types. Ce qui est vraiment cool comme carte. Donc, j'ai voulu changer ce deck-là en deck quasi 100% zombie. Fait que, en regardant un petit peu le deck, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il va faire beaucoup de zombies, donc on va avoir besoin de quelque chose qui booste les zombies. Donc, je suis allé avec 2 cartes de mes 10 qui vont booster les zombies. Donc, le Dead Baron, qui est pour 3 castés, donc un colorless, 2 noirs, une 2-2 Zombie Wizard. Tous les squelettes puis les zombies qu'on contrôle ont +1/+1 et ont Dead Touch. Fait qu'au lieu d'avoir des zombies 2-2, on est rendu avec des zombies 3-3 Dead Touch, ce qui est très intéressant. Je suis aussi allé avec le Diregraph Captain. Donc, pour 3 à casser, un colorless, un bleu, un noir, on a une 2-2 Zombie Soldier cette fois-ci qui a Dead Touch, qui dit que tous les autres zombies ont +1/+1, puis qu'à chaque fois qu'on a un zombie qui meurt, target opponent lose 1 life. Fait que ça peut pas être toi, évidemment. Et je me suis dit que ça prenait... vu qu'on va aller wide... Donc, wide, on va avoir beaucoup de créatures. J'ai décidé de rentrer Lost Monarch of Ifnir. Carte à caster, 3 colorless, 1 noir pour une 4-4 Afflict 3. Tous les autres zombies qu'on contrôle ont Afflict 3. Au début de notre second main phase, si un joueur s'est fait faire du dommage par un zombie ce tour-ci, on 1003 cartes et après on peut retourner une creature card de notre graveyard à notre main. Donc ça vient améliorer notre commandant qui dit qu'à chaque fois qu'une carte quitte le graveyard, on fait un 2-2. Donc j'ai aussi mis dans le deck Muldrota. Pour moi, c'est le cochon d'or de ce deck-là. Donc Muldrota, 6 à caster, 3 colorless, 1 noir, 1 vert, 1 bleu pour une 6-6 Legendary Elemental Avatar. Durant chaque tour, on peut jouer un land et caster un permanent spell of each type qui n'a pas été joué ce tour-ci de notre graveyard. Fait que s'il y a un enchantement, on peut le jouer. S'il y a un land, on peut le jouer. S'il y a une créature, on peut le jouer. Pour chaque instance, ça va trigger notre commandant aussi. J'ai aussi ajouté CDC Brood Tyrant. Tout le monde se rappelle le bon vieux precon de CDC. En gros, c'est pas mal la même chose que ce deck-là, sauf de façon différente. Donc, CDC, pour 4 à caster, c'est une 3-3. Donc, 4 à caster, un colorless, un noir, un vert, un bleu, pour une Naga Shaman 3-3. À chaque fois que CDC entre en jeu ou attaque, tu mets 3 cartes. Quand une ou plus créatures card a été mis dans le graveyard de la librairie, tu fais une 2-2 Zombie Creature Token, Black Zombie Creature Token. J'ai aussi ajouté 6 dans le deck, donc 3 à caster, 2 colorless, 1 vert pour une 2-4 Legendary Treefolk avec Reach. Quand que 6 attaque, tu mets 3 cartes, tu peux mettre un land card from among them dans tes mains. Tant que c'est ton tour, non-land permanents in your graveyard have retrace. Fait qu'on peut discarter un land et le caster du graveyard. Donc ça vient vraiment aider notre commandant. J'ai ajouté aussi Tatiova Benthic Druid. On va avoir beaucoup de laine qui va rentrer en jeu. Pourquoi pas gagner une vie puis piger une carte? Donc, 5 à caster, 3 colorless, 1 vert, 1 bleu. Une 3-3 Legendary Merfolk Druid avec Landfall. À chaque fois qu'il y a un land qui rentre en jeu, tu gagnes une vie, tu piges une carte. J'ai ajouté 2 enchantements aussi. Chthonian Nightmare, 2 à caster, un colorless, un noir pour un enchantement. Dès que cet enchantement-là rentre en jeu, on va faire 3 énergies. Par la suite, on peut payer X énergie, sacrifier une créature, retourner l'enchantement dans nos mains et retourner une target creature avec mana value X, X étant le nombre d'énergie qu'on a sacrifié, de notre graveyard à notre battlefield. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Surtout si le X, on paye 1, on sacrifie une créature et on retourne une créature de 1 du graveyard au battlefield, on a encore 2 énergies dans notre pool. Et ça va se répéter. Donc, on va rejouer le Chthonian Nightmare, puis on est rendu à 5 énergies. Donc, je trouvais que c'était une belle carte à mettre dans le deck pour Teval. Il y a aussi l'enchantement Insidious Roots, qui est un excellent enchantement pour ce précon-là. Donc,
2 à caster, un noir, un vert pour un enchantement. Creature tokens you control have, tu le tapes, puis tu ajoutes un mana de la couleur que tu veux. Puis on va en faire des tokens, fait que c'est excellent ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une carte qui quitte le graveyard, on va créer une plante 0-1, puis on va mettre des +1/+1 sur toutes les plantes qu'on contrôle. Donc encore là, on a de la récurrence avec notre commandant. Et la dernière carte que j'ai décidé d'ajouter, c'est une nouvelle carte du nouveau set. Donc ça s'appelle Keru Goldkeeper. Pour 4, un colorless, un noir, un vert, un bleu, on a une 3/3 dragon flying. Donc, à chaque fois qu'une carte ou plus quitte notre graveyard, on crée un trésor. Donc, ça va ajouter à la rampe de notre deck. Et elle a la nouvelle habilité qui vient dans cette nouvelle série de Renew. Donc, on va payer 2 colorless, un noir, un vert, un bleu. Exile discard from your graveyard. Put 2 +1/+1 counter and a flying counter on target creature. Tu peux juste l'activer comme sorcery. Donc, voilà les 10 cartes que j'ajouterai à ce deck-là. Moi, ça me revient à peu près, je dirais sur TCG, ça me revient à peu près à 16 et 17. Juste pour vous dire, avec le Keru Goldkeeper, une créature dans vos mains, une créature dans votre graveyard et Tortured Existence, c'est un combo infini avec votre commandant. Parce que le Tortured Existence va dire discarter une carte, retourner une creature card dans votre main. Donc Keru, lui, va dire OK, j'ai vu qu'il y a une carte qui a quitté le graveyard, il va vous faire un trésor. Et vous pouvez répéter jusqu'à temps qu'on a infini de 2/2 Black Zombie druide. Alors voilà, c'est mon précon que j'ai choisi parmi les 5 précons qu'on nous demandait. Qu'est-ce que vous en pensez, boys? C'est solide. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as pris un deck à savoir le dragon qui devait jouer sur le Recursion, et tu l'as transféré en un gros deck de Zombie Landfall. Yes! Ouais, je dois avouer que je t'ai impressionné. D'où l'expression flip the script. Exactement. Mais je trouve que ce deck-là, il est vraiment unique parce que le monde va s'attendre à ce que, justement, tu leur sortes un deck de dragon, puis bang, tu vas sortir genre plein de zombies sur la table, puis ils comprendront pas à suivre, c'est sûr. La journée que tu vas sortir le Storm Surge, le Rooftop Surge, le Rooftop Storm! Et ben exactement, et merci. Je vais prendre 2 voyelles en backtop, s'il vous plaît. Fait que la journée que tu vas sortir, que tu vas jouer le Rooftop Storm dans ton deck de dragon, et que finalement c'est pour sortir des zombies, ouais, ça va mériter une main d'applaudissements. Ok, bon, parfait. Donc, écoute, je suis impressionné. Je m'attendais pas à ça. Il va y avoir du challenge ici. Alec, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu nous as présenté? Écoute, ça va être dur d'accoter ce que Mario nous a proposé, mais on va y aller avec moi. J'ai pris le Temur. J'ai été avec Eshki Temur Roar, 3 couleurs, donc vert, bleu, rouge, pour une 2/2 Legendary Creature Human Warrior. Son texte dit comme suit. Whenever you cast a creature spell, put a +1/+1 counter on Eshki. If that spell power is 4 or greater, draw a card. If that spell power is 6 or greater, Eshki deal damage equal to Eshki power to each opponent. En gros, ce que ça dit, tu castes un spell, on regarde, tu fais des +1/+1. Un créature spell. Si le pouvoir est 4 ou plus, tu vas piger une carte ou elle va pigner tout le monde, tous les opponents, tout dépendant de la force de ton spell. Le backup, c'est un dragon, c'est un Spirit Dragon, c'est Urani ou Urani of the Unwritten. 4, un vert, un bleu, un rouge pour un dragon spirit de 7/7 Flying Trample. Whenever Urani enters or attack, look at the top 8 cards of your library. You may put a dragon creature card from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Puis là, je me dis, pourquoi j'ai pris l'autre? Bon, on va voir. Je me suis dit, parce que tout le monde va le jouer l'Urani, fait que je vais dire, on va essayer avec Eshki. Les cartes qui m'ont vraiment, là, qui m'ont surpris là, dans ce pre-con-là, j'en ai 3. Il y en a une qui est pas pire aussi, là, on va y aller avec celle-là. Le Thunder Mane Dragon. 3 colorless, 1 rouge, pour un dragon 4/4 flying. Tu peux regarder le top de ta librairie at any time, n'importe quand, puis tu peux caster une créature qui a le power de 4 ou plus du top de ta librairie. Si jamais tu le fais, la créature gagne haste. Donc, c'est une carte de plus que tu as dans ta main, si on veut. Ensuite, le Will of the Temur. C'est une sorcery pour 5 colorless, 1 bleu. Choose one. Si tu contrôles ton commandant, tu peux choisir les 2. On va commencer avec le premier. Create a token that's a copy of target permanent, except it's a 4/4 dragon creature with flying in addition to its other type. Target player draw cards equal to the greatest mana value among permanents you control. Donc, ici, tu peux créer un token
que tu as sur le board, un permanent qui est sur le board, laine, enchantement, patati, patata, sauf que c'est un 4-4 dragon. Puis après, le joueur que tu veux pige le nombre de cartes en fonction du CMC d'un permanent que toi, tu contrôles. Ça a de la value politique. Je trouve ça intéressant, mais on va y aller avec le deuxième ici. Le Deceptive Frost Kite. 2 bleus, créature dragon, flying 1-1. You may have this creature enter as a copy of a creature you control with power 4 or greater, except it's a dragon in addition to its other type and it has flying. Ça veut dire que ton Will of Timor, si tu copies, mettons, un Rhystic Study, puis ton Deceptive Frostkite arrive après, tu peux copier ton dragon 4-4 qui est un Rhystic Study, ou peu importe, Omniscience, ou whatever qu'il y a sur le board que tu joues contre. Ça, c'était des petits trésors que j'avais vus ici. Maintenant, moi, j'ai pas bâti aussi développé que Mario. J'ai été dans la même direction où on a des grosses patates. On va commencer ici. J'ai un que j'ai ajouté, qui est dans la collection ici, qui s'appelle le Timur Battle Crier. C'est pour 3, donc un vert, un bleu, un rouge, une Orc Ranger pour 4-3. Pendant votre tour, les sorts que vous castez coûtent 1 de moins pour chaque créature que tu contrôles qui a un pouvoir de 4 ou plus. Donc, pour chaque créature que tu as qui est 4 et plus en power, ton spell te coûte 1 de moins colorless. Ensuite, j'ai été encore aussi avec le Mana Reduction. On a Gorkla, Terror of the Khal, 6 mana, 3 colorless, un vert pour un 4-3. Creature spell you cast with power 4 or greater costs 2 less to cast. Whenever Gorkla, Terror of Khal, 6 mana attack, each creature you control with power 4 or greater get +1/+1 and gain trample until the end of turn. Ça donne un peu plus de pouvoir à tout ton restant. Et aussi, ça te permet aussi de piger une carte. Là. On voit que ça trigger aussi Eshki, le Timur's Roar, parce qu'ils ont toutes 4 de pouvoir à date. J'ai aussi rajouté Arix Metes Slumbering Isle pour 2 colorless, 1 vert, 1 bleu. C'est un Kraken 12-12. Qui va faire aussi trigger 2 fois Eshki. Arithmetic Slumbering Isle enter tapped with 5 slumber counter on it. As long as Arithmetic has slumber counter on it, it is a land. Fait que ça, c'est une land qui rentre taper. Whenever you cast a spell, you may remove a slumber counter from Arithmetic et tu peux le taper pour ajouter un vert, un bleu en même temps. Par la suite, j'ai été encore toujours des grosses patates. On y va avec Galta Primal Hunger. The spell costs X less to cast, where X is the total power of creature you control. C'est un 12-12 Trample qui va te coûter en théorie 2, mais en plus on a des mana reduction là, avec toutes les autres. Donc voilà ici qui va trigger aussi Eshki. J'ai décidé de rajouter Dreamtide Whale, qui est une 3 dans le fond, 2 colorless, 1 bleu, une baleine avec Vanishing 2. Vanishing, je vais vous l'expliquer c'est quoi. This creature enters the battlefield with 2 time counter on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter on it. When the last time it's removed, sacrifice it. Ce qui est bon, c'est le texte Dreamtide ici. Whenever a player casts their second spell each turn, proliferate. Proliferate, c'est choose any number of permanents and or players, then give each another counter of each kind already there. Donc, le but, c'est de mettre des counters sur le Dreamtide pour qu'il reste le plus longtemps possible et aussi de proliférer le Eshki. Je peux te garantir qu'elle ne quittera jamais le battlefield par le Vanishing, ça c'est sûr. C'est vrai, c'est même trop efficace. Un petit enchantement tranquille ici, on a mis le Garruk Uprising. C'est un 2 colorless, 1 vert. Quand cet enchantement-là rentre, si vous contrôlez une créature de 4 et plus en force, vous pigez une carte. Creature you control have trample, dont les créatures ont trample. Whenever a creature you control with power 4 or greater enters, draw a card. Ça, à chaque fois que vous allez caster, vous allez piger à cause de Eshki et vous allez piger à cause de Garruk. Puis il fallait pas oublier non plus le dinosaure Etali, le Primal Storm, parce que une fois qu'il rentre, il va pouvoir attaquer avec le Haste, si jamais on a le Thundermane Dragon sur le jeu. Etali, c'est un 4 colorless 2 rouge pour un 6-6 dragon dinosaure, Elder. Whenever Etali attacks, exile a top card of each player's library, then you may cast any number of spells from among those cards without paying their mana cost. Après, j'ai une autre carte ici qui s'appelle, que vous la connaissez sûrement, Bobby tu t'en rappelles, Ovia Automech Artisan. Hein? Ouais, on connaît ça. Voilà. 3 colorless, 1 vert. Une créature Human Artificer pour une 1-2. Chaque créature qui attaque un de vos opponents ont trample. Chaque créature qui attaque vos opponents ont trample.
Ça devrait lever un flag. T'as levé un flag. Moi, je connais déjà, fait que c'est bon. C'est assez cochon. Alors, tu peux aussi payer un verre et le taper pour mettre une de tes créatures ou un véhicule de ta main sur le battlefield. Si tu mets un artefact de cette manière-là, ben, tu rajoutes un +1/+1 dessus. 2 + 1 +1. Oh, 2 +1/+1. Pardonnez-moi. 2 + 1 + 1. Puis pour vrai, là, c'est assez. juste parce que je le joue, mais Ovia, l'impact que ça a sur une table en donnant trample à tout, c'est déjà de mettre. C'est vraiment cochon. Parce que pour vrai, sans faire. Il y a bien du monde qui joue des grosses patates en défense, mais si tu leur donnes l'opportunité de pouvoir rentrer puis délai du dommage, donner gratis comme ça par un autre joueur, c'est vraiment. Puis un deck de patates, ben ça te prend ça. Fait que ça Et beaucoup. voilà. Après, on y va avec un autre enchantement pour le Reflection of Ligiara. C'est un 4 colorless, 1 bleu. Quand cet enchantement-là rentre en jeu, vous choisissez un creature type. Whenever you cast a spell of the chosen type, copy that spell. Tu castes ton spell, t'en fais déjà une copie. C'est sûr que là, il y a le Legend, mais s'il y en a pas, ça peut faire mal pareil, là. Deux patates qui rentrent en jeu, on sait jamais. Puis s'il y a moindrement le malheur d'avoir Ace, ça va y aller au toast. Après, on a ici Trumpeting Carnosaur. 4 colorless, 2 rouges. Un dinosaure pour un 7/6. Trample. When Trumpeting Carnosaur enters the battlefield, discover 5. Ça te permet d'aller chercher du stock de plus de ta librairie puis cacher gratuitement. Avec le Reflection, peut-être avoir une copie aussi. Mais tu peux aussi le discarter pour 2 et 1 rouge. 2 colorless, 1 rouge. Discard Trumpeting Carnosaur. Et deal 3 damage to target creature or planewalker. Fait que ça peut te servir comme removal aussi pour un commander qui est un peu faible là, en toughness. Et le dernier que j'ai choisi, c'était encore pour du Mana Rejection ici, le Goblin Anarchomancer. Pour 1 rouge, 1 vert, un Goblin Shaman pour un 2/2. Each spell you cast that's red or green costs 1 less to cast. Donc ici, c'est sûr que si vous avez un vert et un rouge, ça ne vous coûte pas 2 de moins, mais ça coûte juste 1 de moins pareil. Là. Juste une petite parenthèse là, pour être sûr que vous le sachiez. Fait que c'est mes choix ici pour Eshki de Temur Roar. Pour environ 25$ canadiens, mais c'était le budget qu'on s'était fixé pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que tu as besoin ici pour être capable de faire ce que tu as besoin, ça devrait aller vite. Déjà, Ovia, je sais que ça accélère les games. La chance qu'on a, c'est qu'elle fait partie du 99 et pas au Helms, mais pour vrai, sans faire soit dans un deck de grosses patates, là. Je veux juste bien comprendre, Arithmété, on va le caster, il va faire la vérification de la créature puis il devient un land après son arrivée, fait qu'il va trigger ton commandant avec son double. Oui, parce que quand il arrive en jeu, c'est là que dans le fond, as long as Arithmetics has a slumber counter on it, it's a land. Mais quand tu le castes, c'est une créature. Fait que si t'avais quelque chose qui ne mettait pas mettons, des counters, là, comme l'enchantement blanc là, qui enlève tous les counters, il rentrerait comme une créature. Wow, ok les boys, il y a de l'animosité dans l'air, c'est des gros decks qu'on a joué ici. Est-ce que, juste checker, est-ce qu'avec les modifications, est-ce que ça a semblé avoir changé les brackets? On est toujours dans du bracket 2 à ce moment-ci? Non, on a encore du bracket 2. Moi, j'ai aucune carte de la Game Changer List. Moi non plus. Je touche pas à ça pour l'instant, parce que si je veux rester dans le pre-con quand même, dans la saveur du pre-con. Ah, dans le saveur du pre-con. Ok, parfait. Écoutez, messieurs, je sais pas si je vais être capable de compétitionner. J'ai tout le temps été un petit peu plus soft, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. De mon côté à moi, j'y étais avec Zurgo, le Stormender. Zurgo le Stormender, c'est un Orc Warrior qui coûte un rouge, un blanc et un noir à caster. Il y a l'habilité Mobilize 1. Mobilize, ça veut dire que toutes les fois que cette créature-là va attaquer, on va créer Tap and Attacking, un petit 1/1 Red Warrior Creature. Il va falloir que je sacrifie cette créature-là au début de la fin de mon end step. Puis à toutes les fois que j'ai un token que je contrôle qui livre le battlefield, je vais piger une carte s'il était attaqué. Otherwise, each opponent lose 1 life. Donc, moi, je me suis bien dit, si j'ai bien appris une leçon de mon ami Mario, si c'est écrit « pige des cartes sur ton commandant », ça devrait bien aller. J'ai quelques petites cartes dans le deck qui m'ont tardé, on en a parlé un petit peu tantôt. J'ai une carte si intéressante. Tantôt, on a vu le Will of Temur. Ben, moi, je joue en blanc. J'ai le Will of the Mardu là-dessus. Un petit instant, c'est dit que je peux choisir un, puis si je contrôle mon commandant, je peux choisir 2. Donc, je peux soit créer un nombre de 1/1 Red Warriors Creatures token égal au nombre de créatures que Target Player Control. Donc, je vais désigner un joueur sur la table et je vais faire un 1/1 pour chacune de ces créatures. Ou la deuxième habilité, Will of the Mardu deal damage to target creatures equal to the number of creatures I control. Fait ça peut être un removal. Fait que je peux bien imaginer que si j'ai mon commandant sur le battlefield, les deux habilités vont très bien se combiner ici. On va faire ben des bébites, puis en plus, on va être capable de sortir sûrement une grosse patate parce qu'on va les chainer dans l'ordre qu'on les veut. Donc, moi, je vais créer les 1/1, puis après ça, basé là-dessus, je vais dealer les dommages pour sortir quelque chose qui apparaît sur le battlefield.
Le tout pour 1 blanc et 2 colorless. C'est quand même assez cheap pour jouer ce genre d'habilité-là. La deuxième carte que j'avais trouvée vraiment intéressante, on avait parlé un petit peu lors de notre analyse, Enoch Strike Leader. Pour 1 blanc et 1 colorless, on a un 2-2 Dog Warriors qui dit whenever you attack with these creatures and or your commander, for each opponent, create a 1/1 red goblin creature token that is tapped and attacking that player. Je peux sacrifice these creatures. Creature token I control gain indestructible until the end of turn. Donc, encore une fois, dans l'esprit de mon deck, Token Generation. Puis en plus de ça, on a une petite possibilité de pouvoir sacrifier la créature pour protéger notre board au niveau des tokens. Encore une fois, une très bonne carte. Après ça, de mon côté, ce que moi j'ai ajouté dans mon deck ici, j'ai essayé d'aller jouer un petit peu dans l'essence des tokens. Donc, la première carte que je vous ai proposée, c'est Guide of Soul pour 1 blanc. Juste un blanc. Guide of Soul, c'est un Human Cleric qui dit whenever another creatures enter the battlefield under your control, you gain 1 life and 1 energy. Je peux, whenever you attack, you may pay 3 energy. When you do, put 2+1/+1 counter and a flying counter on target attacking creature. It become an angel in addition to its other type. À tous les tours, à toutes les fois que je vais pouvoir attaquer, je vais pouvoir dépenser 3 énergies puis rendre une créature volante. Dans un deck où ce que notre commandant a l'obligation d'attaquer pour être capable de trigger, cette carte-là, c'est un petit bonbon. Ça peut souvent la protéger pour être capable de lui trouver un petit trou où passer, pour être capable d'aller faire son travail tant qu'on a l'obligation d'attaquer. Donc moi, Guide of Soul, c'était un de mes premières cartes que j'avais vues dans ce deck-là. La deuxième carte que j'avais à vous proposer s'intitule Wyrm's Crossing Patrol. Encore une fois, pour 1 blanc, c'est cheap. On a un Creature Human Soldiers qui est un 1/1 avec Myriad. On comprend ici que Myriad, c'est une des forces de ce deck-là. C'est aussi le choix de la deuxième carte que je vais vous proposer, Genesis Enforcer. C'est des petites cartes, ça coûte rien, ça le Myriad, on crée des tokens. Non seulement on crée des tokens, mais les tokens vont leave the battlefield. J'ai même pas besoin d'essayer de bloquer ou les envoyer. Automatiquement, je vais aller chercher la value de mon commandant. Donc, on attaque, on en crée. Que vous bloquiez ou que vous bloquez pas, dans mon cœur à moi, ça fera pas de différence parce que Zurgo va me faire piger chaque token qui va partir. Donc, encore une fois, value time. Donc, on l'a mentionné tantôt, Genesis Enforcer, je voulais mentionner juste un petit peu tôt, pour 1 rouge et 1 blanc. C'est juste un petit 1/1 avec Myriad. Là, il y a une petite particularité, par exemple, je peux payer 1 rouge et 1 colorless comme deuxième habilité. Les créatures que je contrôle qui s'appellent Genesis Enforcer vont gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc, on peut la pomper un petit peu. La quatrième carte que j'aurais à vous proposer, c'est pour un instant du côté noir, Plum the Forbidden. Pour 1 noir et 1 colorless, on va caster un instant qui dit as an additional cost to cast this spell, you may sacrifice 1 or more creatures. When you do, copy this spell for each creature sacrificed this way. Donc, l'effet, ça dit you draw a card and you lose a life. Donc, sur une déclaration d'attaque, avec toutes ces beaux petites créatures myriades, un petit instant, ça coûte 2. Je vais sacrifier toutes les myriades que je me fous un petit peu qui fassent vraiment du dommage. C'était pas là l'intérêt. Je vais les sacrifier dans Plum de Forbidden, ce qui va me faire piger une carte, perdre une vie, et qui va doubler l'effet, parce que mon commandant va aussi me faire piger une carte. Donc, encore une fois, piger des cartes, c'est la vie. Ensuite, on va y aller avec des petites créatures qui seront un petit peu plus toolbox ici. Okay, donc, Meadi Emporian Master. C'est un 4 Devil, un 3/3. Qui dit at the beginning of your end step, create a treasure tokens for each creature that died this turn. Moi, je veux que des creatures that died this turn, il y en ait. Le but, c'est ça, c'est d'en créer, mais de pas les conserver. On va pas les garder, on s'en débarrasse le plus vite possible. Mais Adi, il est là pour nous récompenser si ça fonctionne. Ensuite, on va continuer avec une créature noire, un Elf Warrior qui s'intitule Nadir Nightblade. Un Elf Warrior 1/3. Il y a l'habilité qui dit whenever a token you control leave the battlefield, each opponent lose 1 life and I gain 1 life. Ouais, puis du beau life gain. Du beau life game. Exactement. C'est ça, pourquoi pas en passant, ça vaut toujours la peine. La prochaine, c'est une carte que j'aime bien. Ouais. Attends un peu, Nadir, si je me trompe pas, c'est Leave the Battlefield, fait que ton commandant, c'est parfait. Exact. La suivante, celle-là, je l'avais vue tout de suite dans ce deck-là. Je trouve tellement que ça a sa place. On l'a vu dans un autre precon. On va le rapporter dans celui-ci. Caesar Legion Emperor. C'est une Legendary Creature Human Soldier qui coûte noir, blanc, rouge et colorless. Qui dit comme habilité, whenever I attack, I may sacrifice another creature. When you do, choose 2. Une des habilités peut être create 2 1/1 red and white soldier creature token with haste that are tapped and attacking.
La deuxième habilité que je peux choisir, you draw a card and you lose a life. Et la troisième habilité peut être Caesar Legion Emperor, deal damage equal to the number of creature tokens you control to target opponent. À toutes les attaques, je peux en choisir 2 là-dedans. Encore une fois, sur le trigger d'attaque, je peux stacker mes triggers pour faire passer un myriade avant lui, sacrifier une créature qui va être attacking. Donc, mon commandant va trigger. Je vais rajouter 2 créatures tapées d'attacking sur le battlefield avec Ace. Encore une fois, ça va être juste du value ici. C'est juste bon, cette carte-là, dans ce deck-là. C'est juste bon. Pour vrai, sans faire... c'est surtout que si on met l'emphase que le token doit mourir, la value est juste... Il est direct à sa place. La prochaine carte, ça c'est un de mes coups de cœur. Ça vient de la nouvelle collection, ça sort de Tarkir. On va sûrement en entendre beaucoup parler. On en a parlé déjà, nous. C'est Mardu Siegebreaker. Pour un noir, un blanc, un rouge et un colorless, on a un Human Warrior qui a Dead Touch et Haste, qui est un 4-4. Sa première habilité dit When this creature enter, exile up to one other target creatures you control until this creature leave the battlefield. La deuxième habilité dit Whenever this creature attack, for each opponent, create a tap token that's a copy of the exiled card attacking that opponent. At the beginning of your end step, sacrifice those tokens. C'est comme un myriade. Aussitôt qu'il va attaquer, on va faire une copie. Maintenant, je vous mets en situation ici. Sur mon tour 4, Mardu Siegebreaker embarque sur le battlefield. Comme il y a Ace, quand il rentre sur le battlefield, on va exiler mon commandant. Comment ça peut valoir la peine de sortir Zurgo Starmander? On va aller voir là-dessus. Mardu Siegebreaker va passer en phase de combat. On attaque. J'ai 3 commandants, 3 Zurgo qui arrivent sur le battlefield. Legendary Rules, il y en a 2 qui doivent être sacrifiés, mais ne le seront pas avant, bien entendu, qu'ils se voient tous la gang. Donc, sur la simple déclaration d'attaque, le Mardu Siegebreaker va créer 3 commandants. Il y en a 2 qui partent. Les 2 qui partent vont se voir 3 fois. Donc, juste sur cette attaque-là, j'ai 6 cartes à piger sur la déclaration d'attaque. Puis là-dessus, la copie est pas morte. Fait que si elle attaque puis qu'elle se fait mourir, comme elle était encore aussi attacking, j'ai un autre 2 piges qui va s'en venir ici. Puis le tout en se disant, ouais, mais j'ai exilé mon commandant. Je crois que je m'en fais pas trop, parce qu'à partir du moment où Mardu Siegebreaker va quitter le battlefield, automatiquement, mon commandant va revenir directement sur le battlefield. Ça, pour vrai, c'est juste du value. Wow. Moi, cette carte-là, je la trouve tellement cool. Il y a tellement de choses à faire. J'en dis pas plus. Dans les surprises. Ah, je le sais, parce que celle-là, tu vas nous la rapporter. Hein? Ah ouais. Je sais que Mario nous en a déjà parlé. Il nous attend dans le coin du détour. Il a vu cette carte-là, puis j'ai vu tout de suite dans sa tête les roues se mettre à tourner. Là. Puis je sais que prochainement, je devrais l'avoir sur le battlefield assez prochainement avec lui. Ensuite, on va continuer. Il m'en reste 2 ici. La prochaine, je crois que ça vaut la peine. Ici, c'est la reine du sacrifice ici. Tessa Karlov, une Legendary Creatures Human Advisor 2-4, qui dit If a creature dying cause a trigger ability of a permanent you control to trigger, that ability trigger an additional time. Creature token you control have vigilance and lifelink. Est-ce que je pouvais demander plus encore? Je crée les tokens. Si il meurt, ça double de trigger dans un die trigger deck. Puis en plus de ça, je vais gagner du lifelink puis du vigilance. Moi, pour vrai, c'est un top. Encore une fois, c'est vraiment une carte qui a directement sa place dans ce deck. La dernière carte que je vais vous proposer, j'ai essayé d'y aller un petit peu champ gauche. De jouer des cartes qu'un petit peu moins on peut voir un petit peu moins. J'ai été chercher une room. J'ai été chercher le Dollmaker Shop Porcelain Gallery. C'est une room, on sait tous un peu comment fonctionnent les rooms. Là, on va la caster pour une room, puis on peut ouvrir l'autre room en Sorcery Speed pas mal n'importe quand. Le Dollmaker Shop, le côté de cette room-là, ça dit que whenever one or more non-toy creature you control attack a player, create a 1/1 white toy artifact creature token. On va doubler les tokens ici encore une fois. On va remettre des tokens de plus sur Battlefield sur la déclaration d'attaque. On tape and attacking, fait encore une fois, c'est toujours bon. La deuxième room, Porcelain Gallery, ça dit Creature you control have base power and toughness equal each to the number of creatures you control. Moi, celui-là, je le vois souvent comme un finish him. Souvent, si je suis capable de passer avec ça, je devrais être, en débarrant la room, je devrais être capable d'avoir assez de pouvoir avec les petites créatures qui vont s'additionner avec les myriades pis tout pour être capable de réussir à rentrer puis de faire du dommage. Fait que ça a de l'air de ça? Non, mais je vais être honnête, là. Moi, je pensais avoir de quoi de bon pis de solide, puis je vous regarde, pis Colin, je pense que j'ai slacké un peu, parce que là, je regarde tes affaires, là je pense à Ishin. Ouais. Je pense à Mirkwood Bats. C'est ça. Je pense à Terror of the Peak, pis là, je me dis,
Ah, les amis, on a monté ça budget, là. Ouais, on a monté ça budget, là. Moi, là, ça l'a tout pris parce que pour vrai, si j'aurais coupé la carte en deux, là, j'aurais tellement mis Elspeth de Stormslayer, le nouveau Elspeth de la collection. Ok, c'est une carte à 45$, mais maudit que je trouve qu'elle aurait tellement eu sa place dans ci pour doubler mes tokens, puis en plus aller chercher du value sur ses habiletés. Pour vrai, là, c'était. Même là, l'enchantement, là, qui est vraiment, il est cheap dans Duskmourn, là. Le chat, là, quand il meurt, il revient en enchantement, là. Il donne plus 2, plus 0. Puis, hey, c'est toutes tes créatures. Dès qu'il arrive ton jeu, plus 2, plus 0. Puis je pense qu'il est 4$ là, sur TCG Player, là. C'est vraiment, là, c'est un style, là. Ah, mais écoute, j'adore, man. Mais là, il va falloir qu'on se monte ça, ces 3 decks-là, puis qu'on s'affronte, là. Ben écoutez, moi, si dans un LGLS près de chez vous, messieurs, je serais prêt à jouer cette game-là n'importe quand pour voir qu'est-ce qu'on pourrait sortir de ces decks-là. Je serais vraiment prêt à l'essayer un de ces jours. C'est magnifique. Donc, messieurs, vraiment, ça a été un beau travail de recherche. J'ai adoré vos builds. J'ai vraiment hâte qu'on chaille un petit coup d'œil là-dessus. Fait que si vous le permettez, je crois qu'on est bon là-dessus. On va pouvoir vider le stack, puis on va se retrouver en combat phase. Magicien, magicienne, bienvenue dans cette combat phase. Aujourd'hui, c'est simple. Draco Genesis, un enchantement, 2 rouges, 6 colorless. You may cast Dragon Spell without paying d'un mana cost. On avait-tu vraiment besoin de ça? Non. Merci. On se rejoint en second main. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette second main. Donc, encore une fois, pour la deuxième main, on a décidé d'y aller avec un Snake Draft, où ce qu'on a, durant l'analyse de la petite collection, on est allé chercher nos petites perles tous et chacun. Donc, on a fait une sélection de 3 cartes qui vont nous avoir marqué chacun. On va vous donner ça à tour de rôle, puis si on est chanceux par la fin, on va peut-être avoir le temps de vous présenter quelques mentions spéciales. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça avec la première carte que Alex nous présente. Alex, montre-nous ça. Ouais, on va commencer ça par Taigam Master Opportunist. Un colorless, un bleu, un Human Monk 2-2. Rien à déclarer pour l'instant, à part le skill Flurry, qui est un nouveau skill du set de Dragonstorm. Whenever you cast your second spell each turn, copy it. Then, exile the spell you cast with 4 time counters on it. If it does not have suspend, it gains suspend. Ça veut dire que ton deuxième sort que tu vas caster à chaque tour, tu vas le copier et tu vas le suspendre. Donc, tout ce qui est extra tour, tu vas le copier, puis tu vas le recopier dans 4 tours prochains à ton upkeep. Premier spell, tu fais Brainstorm. Deuxième spell, tu fais Time Warp. C'est ça. Ou bien tu fais Expropriate. Ouais. Ou ce que tu vas copier, puis pas te faire d'amis. Mais toi, faut tout le temps t'exagérer. J'aime ça ambitionner. Et que Mario dise ça, c'est déjà impressionnant. Ben, c'est une carte de plus à mon arc. Il y a aussi, si vous voulez, le Nine Doctor ici pour un colorless, un bleu, un rouge. À chaque fois que tu l'untapes, tu as un upkeep de plus. Bon, ça peut t'aider aussi à descendre le counter. Puis il y a des petits sorts qui sont toujours pratiques aussi, là, comme High Tide, où ce que tes laines tapent un mana de plus, mettons, à chaque upkeep, ça pourrait être intéressant. Donc, ton sort que tu vas caster, il va être exilé, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les sorts qui ont des extra tours, tu les exiles après. Tu le mets sur le stack, puis t'exiles avec ta créature au lieu d'être avec le sort. Comme ça, tu peux le recaster après. Fait que tu vas vraiment chercher, là, tu vas maximiser ici ton potentiel de sort. C'est une petite perle que j'ai trouvée dans le temps. Ah, c'est impressionnant sans face comme carte broken. En effet, c'est assez dégueu. Je trouve que, une chance qu'il y ait juste bleu-pur. Pour être vrai, une chance qu'il y ait juste bleu-pur, parce que ça peut être ton commandant. Ah oui. Si on rajoutait une autre couleur, d'après moi, cette carte-là aurait été complètement débalancée. Parce que là, tu pars en éventail, là. Tu vas chercher d'autres options dans n'importe quelle autre couleur. Exact. Ce qui arrive avec ce commandant-là, c'est que ça va être dur de pas le faire bracket 4. Ouais. Parce que tous les gros spells bleus sont, pour la plupart, des game changers. Tu parlais d'expropriate, c'est game changer. Oui, effectivement. Tout à fait. S'il y a rien qui t'empêche. Ah ben écoute, je sais pas comment ça marche avec les kickers, par exemple, mais ça, faudrait peut-être quelque chose à regarder.
Un kicker, si c'est dans le fond, c'est ça. Si tu le castes d'une autre manière, tu peux pas avoir 2 alternate costs. Mais un kicker, c'est un additional cost. Fait que si tu peux utiliser juste un alternate cost, tu le joues gratuit à cause du suspend, tu vas pouvoir kicker. Faut pas que tu aies 2 alternate costs, mais tu peux avoir un alternate cost puis un additional cost comme un kicker. Parce que si tu casses un Recycler Rift, là, à ton suspend, il finit. Au début de ton tour, tu peux le caster puis le mettre en kicker ou plus en overload. Non, c'est ça, parce que l'overload puis le suspend, ça va être 2 fois la même chose, c'est-à-dire un alternate cost. Il faut que tu peux pas avoir 2 alternates, ça prend un alternate puis un additional. Le kick va fonctionner, mais pas L'overload. L'overload, exact. Ouf, heureusement. Merci, bon Dieu, thanks God, hallelujah. Parfait, on va continuer ça. Mario, tu avais une carte à nous présenter, ta première perle? J'ai eu des yeux pour Elspeth Stormslayer. Bien entendu. Une belle petite Planeswalker. Pour 5 à caster, 3 colorless, 2 blancs. Elle rentre avec 5 de loyauté. Elle a une habilité passive sur elle qui fait un beau Anointed Procession. On n'avait pas assez de token doublers. On en prenait un sur le Planewalker en plus. T'sais. Exact, un autre de plus. On avait quoi? Un enchantement qui double les tokens. On avait 2 créatures avec Mondrak puis Ogertak. Là, on a un Planeswalker. Son habilité +1, elle crée un White Soldier Creature Token. Mais à cause de son habilité statique, elle va en créer 2 en fait. Elle a une habilité à 0 qui met un compteur +1/+1 sur toutes les créatures que tu contrôles. Et ces créatures-là gagnent flying jusqu'au début de ton prochain tour. C'est pété pour un 0. C'est pété pour un 0, ça. C'est pété pour un 0. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce qu'elle se protège elle-même. Habituellement, c'est comme, OK, ben tu vois, si elle avait juste le +1, ben elle va créer 2 tokens Soldier par terre. Fait que s'il y a quelqu'un qui a des créatures flying, ils rentrent puis ils vont aller la détruire, tu sais. Mais de cette façon-là, tes créatures qui sont déjà là gagnent +1/+1 et on flying jusqu'à son prochain tour. Ça va être extrêmement dur de la détruire. Son -3, destroy target creature and opponent control with mana value 3 ou plus. Un beau petit -3. C'est pas ça qui fait la plus. Absolument, souvent, c'est ça qui influence un Planewalker, c'est le -3. Mais là, dans ce cas-là, on dirait que c'est vraiment les 2 premiers qui sont vraiment comme une perle. Là. Exact. Moi, je le vois dans mon deck de Torrans. Parce que mon Torrent, il crée énormément de bébites avec training, là, des tokens avec training. Fait que j'ai bien hâte de mettre ça dans mon deck. Bobby, c'est à toi. Ça semble avoir bien de l'allure. Écoutez, j'ai été jeter un petit coup d'œil, excusez. Pour vrai, j'avais pas le choix, là. J'ai été reconfirmé. J'étais allé faire le tour des Elspeth sur le marché en ce moment. Je ne crois pas qu'il y a une meilleure Elspeth que celle qui nous est présentée aujourd'hui. Je pense que c'est la nouvelle top Elspeth qui vient de sortir. Il n'y a aucune autre Elspeth qui va à côté. Le token doubler qui ont rajouté, le static abilité du token doubler. C'est assez atroce. Je vais mettre juste une petite parenthèse parce que moi, je joue au standard, là. Avec les nouveaux, là, les tokens qu'ils vont faire, là, les Heir Apparent, là, ça va casser tout, là. Les maudits petits lapins, là, ça va doubler sur un temps, là. Ça va être bizarre. Parce qu'en plus, les petits lapins, ils vont gagner des compteurs +1/+1 dessus, puis ils vont avoir flying. Exact. Et où la ligne? C'est juste... Non, c'est ouais, exactement. Exact. Parfait. Donc, écoutez, moi, de mon côté, la première carte que je vais vous présenter, encore une fois, est-ce qu'on avait vraiment besoin de rajouter du stacks? La carte, c'est le Clarion Conqueror, 1 blanc, 2 colorless pour une créature dragon 3/3 avec le vol, qui précise comme habilité Activated ability of artifact, creature and planeswalker can be activated. Je le sais, c'est plate, mais des fois, ça peut être. C'est juste déjà 3 à caster, 3 flying. Tu vas pas arrêter là, Wizard? Non, fais ça rajoute plus. Au cœur, là. Non, tu fais pas juste targeter les artefacts ou les créatures ou les planeswalkers. T'as juste dit, vous autres, les activated ability, pas dans ce game-là. OK, moi, tu sais, ce que je remarque, c'est pas tes opponents. Hein, c'est toutes les habilités. Ouais, mais c'est ça. Avec la puissance de la carte vient le downside. Le downside, c'est que tu es aussi impacté par le choix de ta carte. Je crois que ça va s'aller dans des decks vraiment précis là, qui vont empêcher de te bloquer ou tu vas jouer le plus autour de ça sans jouer trop d'activated d'habilité de ton côté. Mais de nos jours, hein, qui profite pas d'un bon petit trésor qui apparaît une fois de temps en temps? Hey, c'est ça. Ça vient contrer les decks à trésor, les decks à food. On en a-tu vu des decks à food? Exact.
Exact. Ouais, Exact. en effet. Fait qu'écoute, dans une méta où il y a beaucoup de decks qui se jouent, on peut vouloir se défendre d'une méta qui est hyper forte quand les decks de food ils ont explosé, que tout le monde en joue un peu partout. Ben écoute, c'est un autre code qu'on peut mettre à notre arc pour tenter d'avoir des decks pas joués pour contrer spécifiquement, mais pour être capable de protéger nos boards contre des decks qui explosent trop rapidement. Ouais, puis regarde, ça fait en sorte que Elspeth, elle peut pas activer son habilité de 0, donc elle donnera pas flying à son board, puis en plus, tu vas la taper de 3. C'est vrai. Fait qu'écoute, moi je le vois pas comme une carte hyper broken. Je crois que c'est juste une bonne carte défensive qui peut trouver sa place dans plein de decks. En vérité, on se le cachera pas, là. Le prochain removal qu'il va avoir sur la table, fort probablement que ça va être la première target. Si on fait dépenser certaines ressources puis qu'on est capable de ralentir le jeu, une rotation, ben au moins cette carte-là, elle aura fait sa job puis on n'aura pas dépensé 9 mana, on va avoir dépensé 2 colorless puis un blanc. Fait que je ne crois pas que ce soit majeur. Exact. Non, tout à fait. Puis, on va commencer la deuxième ronde. Fait que tu vas être le premier de la deuxième ronde. Écoutez, ça m'a repris quelques moments à essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y en a tellement. On se le cachera pas, là, il y a vraiment du power creep dans cette collection-là. Il y a plein de cartes qu'on pourrait parler, mais il y en a quelques-unes. C'est la prochaine que je voulais vous parler, Encroaching Dragonstorm. C'est un enchantement qui coûte 1 vert et 3 colorless, qui nous dit que quand cet enchantement-là rentre sur le battlefield, je vais chercher ma librairie pour 2 basic lands. Je vais les mettre toutes les deux sur le battlefield tap, puis je vais brasser après. Quand il y a un dragon qui rentre sur le battlefield sous mon contrôle, je vais retourner cet enchantement dans ma main. Donc, pour 4, on va avoir de la rampe pour 2 mana, mais en plus, faites juste imaginer si cette carte-là était sur le battlefield, puis qu'on est capable de la blinker. Parce qu'en fait, c'est un ETB ici, là. Tout à fait. Fait qu'avec un Ghostly Flicker, tu pourrais. Ah non, c'est un enchantement, fait que tu pourrais pas avec le Ghostly Flicker. Est-ce que le Conjuring Closet me permettrait à la fin d'un tour? Non, c'est une créature. Créature Ouais. aussi? Non, c'est une créature. Est-ce que tu vas devoir aller chercher Flicker of Fate le ferait. Flicker of Ouais, Fate? Flicker of Fate le ferait. Panharmonicon le ferait aussi. Ça doublerait ton trigger. Si, même, tu sais, je veux dire, on le sait, là, on joue souvent avec Mario. Le but, c'est de des briser. Alex aussi. Le but, c'est de les briser, mais pour 4, là, 2 mana en rampe sur le tour 4, plus qu'on va pouvoir le blinker avec les dragons qui rentreraient, parce que dans une collection de dragons, fort probablement que tu vas en avoir une coupe dans ton deck. Moi, je m'attends à ce que si Encroaching Dragonstorm passe dans tes mains en début de partie, tu devrais facilement être capable de faire son effet 2 à 3 fois dans une partie, à moins de te le faire contrer, mais c'est assez facile de jouer un dragon, le retourner puis de payer le 4 pour aller... Tu sais, à coup de 2 mana, là, ça va vite là, de mettre 2 lands sur la table. C'est exponentiel. Wow. OK. Bon, ben, Encroaching Dragonstorm, je jetterai un petit coup d'œil là-dessus. C'est quand même pas super dispendieux. On a vu sur les coups de Super Release, là, c'est une carte qui était quand même... C'est pas dans les tops, mais c'est très abordable pour mettre un peu de power dans vos decks verts. La suite, on va s'en aller maintenant. Mario, tu nous présentais ta deuxième, je pense? J'ai choisi un artefact. Dragon Fire Blade. Un à caster pour un équipement artefact. Equip creature gets +2/+2 and has X-Proof from monocolored. Donc, il y a X-Proof des sorts monocouleurs et n'importe quelle habilité qui vient d'un monocouleur. Mais c'est pas fini. Le Equip cost, c'est 4. Là, on va dire, c'est cher à caster. Sauf que pour chaque couleur que cette créature-là a dans son mana cost, l'equip cost est réduit de 1. Donc, une créature qui aurait 4 couleurs, l'equip cost est de 0. Une créature qui a 3 couleurs, de 1, et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est un équipement vraiment fort parce que la plupart des removals sont monocolored. Il y en a quelques-uns, Languish Unmaking, des Spark, qui sont multicouleurs. Mais les plus populaires, Sword to Plowshare, Path to Exile, monocouleur. Monocouleur. Moi, je pense que ça, c'est le contraire de la Commander's Plate. La Commander's Plate, elle est forte si ton commandant a moins de couleurs ou si ta créature sur laquelle tu le mets a moins de couleurs. Plus elle a de couleurs, moins elle est forte, la Commander's Plate. Tandis que ça, c'est le contraire. Moins elle a de couleurs, moins c'est fort parce que plus ça va coûter à l'équiper. Par contre, ça reste que tu vas quand même pouvoir l'équiper puis ça va quand même être fort. Sauf que la deuxième habilité, si elle a une couleur, ben, elle est réduite à 1. Fait que ça va quand même coûter 3 à l'équiper. Par contre, d'après moi, n'importe quel deck que ton commandant a 3 couleurs, ou 4 couleurs, ou 5 couleurs, cet équipement-là doit être dans le deck. Un must, effectivement. Vraiment, là, on se le cachera pas, hein, c'est le genre de carte qu'on a déjà commandé avant même que la collection soit sortie. J'avais besoin de cette carte dans ma collection. Shut up and take my money. Exact. Puis sérieux, la showcase, magnifique. elle est vraiment magnifique. Magnifique.
Ouais. Genre d'épée chinoise, là, vraiment belle. Là. Fait qu'Alex, tu nous continues ça avec ta deuxième carte de la deuxième ronde. Oui, moi j'ai ma deuxième et ma troisième. Il y en a une qui est, je l'avoue, comme mon côté standard, puis la troisième, c'est mon côté commander. Fait qu'on va aller avec le côté standard aussi. On va aller avec le Rod Curse of Rakshasa. Excusez-moi, excusez mon français. Donc, c'est un démon pour un 5-5, un colorless, un noir 5-5 trample. Le démon a Decayed. Ce que ça fait, c'est que cette créature-là, elle peut pas bloquer, mais quand elle attaque, il faut que tu la sacrifies à la fin du combat. Il y a une autre habilité qui s'appelle Renew. C'est une nouvelle habilité de Dragonstorm. Pour X et noir, tu exiles cette carte-là de ton graveyard, puis tu mets un Decay Counter sur chaque X target créature. Activate only as sorcery. Donc, elle est dans ton graveyard, elle sert à rien. Tu vas pouvoir l'exiler de ton graveyard pour 2 noirs puis X target créature que tu veux qui gagne Decade. Puis quand ces créatures-là vont attaquer, ils vont devoir être sacrifiés à la fin du combat. Mais, tu veux te débarrasser de... Hein, vas-y. Une créature avec Decade peut pas bloquer. Effectivement. Fait que, admettons que sur ton tour, t'as un bon board stake puis tu veux y aller pour le win. Ton Rod Curse qui était dans notre graveyard, tu vas exiler, mettre des compteurs sur toutes les créatures d'un board d'une personne. Il peut plus bloquer, tu viens de t'ouvrir le chemin. C'est un game winner. Là. Vraiment, c'est pour ça que je parlais, ça c'est mon côté standard un peu, où ce que je vois que nécessairement tu vas avoir un playset de ça là, au bout de la ligne. Même ça c'est juste une première partie. Moi je joue avec Kato, le Bane of Nightmare qui a Ninjutsu. T'attaques avec ton Rod Curse 5-5, juste quand les dommages sont faits, avant que le combat se finisse, tu le Ninjutsu, puis tu ramasses ton Rod Curse. Puis ton Kato, il est rendu sur le board pour 3. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Il y a This Town ain't big enough. Ça, c'est une carte ici pour 4 colorless, 1 bleu. Ça te coûte 3 de moins si tu targetes un permanent de l'opponent, puis un de tes permanents à toi. Fait que tu te ramènes ton Rod Curse. Il y a plein de moyens de ramener ça là, de ton bord. Au pire, tu peux sacrifier un South Outlet, si tu veux, à la fin du combat pour avoir le maximum, puis pour essayer de maximiser ta carte le plus possible. Ouais. Mais moi je regarde cette carte-là, puis je me dis, bon, elle est excellente, toute, sauf que je compterais, dans Commander, en tout cas, je compterais pas ça comme un board wipe pour moi. Parce que tant que la créature attaque pas, ben, je veux dire, elle va rester sur le jeu. Fait que si tu te dis, OK, ben ton Granite Magistrate, il y a des quais, le gars va faire, bah, OK, il y aura des quais, qu'est-ce que je te dis? D'où la combinaison avec le Gold. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre histoire que tu peux le faire. Mais tu l'empêches de bloquer, fait que la créature, elle sert plus à rien à part son static ability. C'est vrai que l'habilité est grosse, mais toi, tu peux passer chez eux, tu rentres chez eux, tu sonnes pas, tu rentres, puis... Tu sonnes pas. C'est ça, mais... Ouais, mais l'affaire, c'est que, tu sais, la plupart des cartes qui ont des statiques habilités, comme, mettons, la Mother of Machine, la Grand Cenobite, qui fait -2 à toutes les créatures, puis +2 à toutes les siennes, qui attaquent pas, je veux dire, tu sais. Oui, est-ce que je m'empêcherais de mettre cette carte-là dans mon deck? Non. Mais est-ce que je le compterais comme un board wipe? Non. Je mettrais pas ça dans la slot du board wipe. Non, mais elle a du potentiel. Tu peux aller chercher quelque chose. Oui, t'sais, exact. Quelqu'un qui te gosse, mettons, avec l'ange qui rend toutes les affaires indestructibles, puis il vient agressif, tu y mets dessus, et hop, l'ange, tout d'un coup, il est rendu tranquille. Là. Je cherche le nom, là. Avacyn, Angel of Hope. Avacyn. Yep. Fait que ça, c'était mon côté un peu standard, que je pense que celle-là va avoir un bon pic dedans. Mais je dois avouer qu'en standard, 4 cartes comme ça dans ton deck, où ce que nous, c'est pas un 99 qu'on va pogner une fois sur 10 games. Si t'as 4 cartes du Taigan dans un deck standard, ça peut vraiment devenir pète. C'est quand même une 5-5 trample, tu sais. À standard, t'as 20 points de vie. Pour 2. Pour 2, c'est ça. Tour 2, tu fais de 5-5, là. L'autre, il va tout le temps être hésitant de mettre ses créatures sur le board parce que t'as un pseudo board wipe dans le graveyard, tu sais. Ouais, fait que round 3, ta troisième carte. Round 3. Fight. OK, Warden of the Grove. Pour 2 colorless, 1 vert. C'est une Hydra. Elle est 2-2. At the beginning of your end step, put a +1/+1 counter on this creature. So far, so good. Whenever another non-token creature you control enters, it enters X, where X is the number of counter on this creature. Donc, on a un counter à rendre et 3-3. On va caster Murderous Red Cap, un 2 colorless rouge-vert, tout dépendant, 2 Goblin. When Murderous Red Cap enters a battlefield, it deals X damage equal to its power to any target. Et elle a Persist. Fait que ça, avec ça, tu peux faire des loops et des affaires. Peu importe ce que tu vas rentrer sur le jeu, ils vont rentrer avec des +1/+1. Dès que tu mets une créature qui persiste, elle va toujours revenir. Fait
Fait qu'avec Persist, c'est vraiment bon, en effet. Moi, j'aime la deuxième habilité d'Endure, en fait. +1 counter on the creature that enter the or create a XX white spirit creature token. X étant le nombre de +1 qu'il y a sur cette créature-là. Donc, à chaque fois que tu vas caster une créature non token, ça va aussi te faire un Spirit XX. Effectivement. Puis si tu as des doubleurs de +1, celle-là, à chaque fois que tu vas y mettre un compteur +1, ben, elle va en avoir 2. Donc, à chaque fois que tu vas caster une créature, tu vas créer un Spirit XX. Moi, je suis très gros sur cette carte-là. Je trouve que elle passe un petit peu sous le silence, on dirait, cette carte-là. Moi, je le vois très bien dans mon Corvold, avec Impact Tremors, Murderous Redcap et Warden of the Grove pour partir en lot puis casser tout le monde. Moi, tu vois, je le vois dans mon NZ Toolbox Story, qui fait en sorte que, tu sais, elle est 3 cassée, donc je vais la mettre en jeu, mais à chaque fois que je vais blitzer des créatures, je vais laisser un corps en arrière. Parce que le problème dans ce deck-là, souvent, c'est que quand tu blitzes, à la fin du tour, elle meurt. Fait qu'il reste souvent juste mon commandant en jeu, tu sais. On appelle ça un Glass Cannon. Elle à ce moment-là, elle me permettrait de laisser une créature sur la table à chaque fois. C'est un bloc possible pour être capable de... Tout à fait. Donner une défense. Un mur. C'est bien bon, Blitz, mais c'est ça te laisse tout le temps les fesses à l'air. C'est Il y a ça. Effectivement. Mais bon, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de tout le temps rapporter tes créatures en jeu, mais cette carte-là va me permettre de justement mieux me protéger dans ce deck-là. Puis, dans n'importe quel deck de créatures où tu as plus de créatures que toutes, je trouve que cette carte-là, c'est un must automatique. C'est comme un genre de Railway Brawler, dans le fond. Ouais, oui, tout dépendant où tu es rendu avec les +1 sur cette créature-là. Oui, effectivement. Fait que moi, je vais y aller avec ma troisième et dernière carte. Hein. Et ça, c'est pas la plus forte, mais c'est mon coup de cœur du set. On en a parlé dans la main 1. Je la reprends dans la main 2. Mardu Siegebreaker. 4 à caster, un colorless, un rouge, un blanc, un noir pour une 4/4 Death Touch Ace. Human Warrior. When this creature enters, exile up to one other target creature you control until this creature leaves the battlefield. Whenever this creature attacks, for each opponent, create a tap token that's a copy of that exiled card attacking that opponent. At the beginning of your end step, sacrifice those tokens. Cette carte-là, elle est horrible. Dégueulasse. Tu peux tellement la briser, cette carte-là, c'est horrible. Regarde, on va juste prendre Solemn Simulacrum. OK? On exile Solemn Simulacrum, attaque avec Mardu Siegebreaker, rampe de 3, pige 3 parce que tu sacrifies les 3 tokens à la fin. On peut aussi, je sais pas, prendre dans le noir, tu sais, on a du noir, là. On peut aussi prendre Gary. On peut aussi prendre Terror of the Peak. On peut prendre Out de Dawn Sky. Je me pose la question ici, puis dis-moi si je me trompe. Okay? On est là pour faire des niaiseries. Okay? Tout à fait. Le mardu, je veux juste. Attends une seconde, je veux juste pas avoir de la donnée épée, là, je vais aller lire ici. Okay? When this creature enters the battlefield, exile up to one other target creature you control until this creature leaves the battlefield. Whenever this creature attacks for each opponent, create a tap token that's a copy of the exile card attacking that opponent. Donc, si, admettons, on avait un Panamaticos sur le battlefield. Si Mardu Siegebreaker, tu copies son ETB et tu y fais exiler 2 créatures, quand tu vas attaquer, est-ce que tu vas faire une copie des 2 créatures? Moi, je pose la question. Je ne sais pas. J'ai pensé à ça, puis j'étais comme, tu doubles ton ETB trigger, tu vas chercher 2 triggers. Ça ne dit pas of one of the target creatures, ça dit create a tap token that's a copy of the exile card attacking that opponent. The exile card. Il y en a plus qu'une exile. On pose des questions. Écoutez, si vous avez la réponse, messieurs dames, laissez-nous mettre dans le commentaire. Moi, je viens de penser à ça, je me posais vraiment la question, mais voyons si ça peut fonctionner, parce que si c'est le cas... Tous les dragons, là, les Ancient Dragons, là, Brass Dragon, Copper Dragon... Ancient Gold Dragon, qui crée des Fairy Dragon, là. Mais une carte que moi, j'aime beaucoup, en fait, là. C'est sûr que sur Spell Table, c'est moins intéressant, mais quand on joue en live au LGS ou avec vos amis, Mindclaw Shaman. 5 à caster, 2/2. Quand elle arrive en jeu, target player reveals his or her hand. You may cast an instant or sorcery card from that player's hand without paying its mana cost. Mais là, tu le fais sur les 3. Oh! Fait que c'est assez intéressant. Je pense que cette carte-là, c'est juste plate que tu peux pas l'avoir comme commandant. Puis on s'entend que si tu as des façons de blinker cette carte-là, tu peux changer de target. Puis la carte qui était en dessous revient en jeu. Fait que si tu avais un Solemn, ben elle revient en jeu, donc tu ramp encore. Qu'est-ce que tu penses de Hellkite Tyrant? T'attaques, sur tout le monde, pop, tu ramasses les artefacts de tout le monde. Tu sais, j'aime ça pousser, moi aussi. Pas juste toi, Mario. Fait que
Bobby, ta 3e carte. Moi, je vais finir ça avec une carte que je tombe amoureux. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil dans la première main. J'ai parlé de mon deck de commandant. C'est clairement pour mon commandant que je vais jouer All Out Assault. Un enchantement qui dit que mes créatures you control get +1/+1 and have 10 touch. Puis when this enchantment enter, if it's your main phase, there's an additional combat phase after this one, followed by an additional main phase. When your decks attack this turn, untap all creatures. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu vas toutes tes créatures gagnent +1/+1 dead touch. J'ai misé beaucoup sur le myriade, ces choses-là, mais le gros avantage avec celle-là, c'est que c'est un static effet. Les créatures, même s'ils arrivent par après, c'est un static effet, ils vont avoir +1/+1 dead touch, même si c'est du myriade. Donc, pour moi, c'est un board et answer, c'est quelque chose qui va... Une petite carte pour pas trop cher, qui va aller sur le côté de ton board stake puis qui va juste donner du value à tout ce qui rentre par la suite. Oh oui. Vraiment, pour moi, All Out Assault, là, c'est vraiment un mass dead touch, on n'en avait pas tant que ça. Là. À part la carte dans le vert, Sarine qui donne créature, ouais, ce qui donne dead touch à toutes tes créatures. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a pas gros des masses dead touch, mais quand tu pognes. Ouais, mais faut que tes créatures soient tapées en plus. Fait que tu sais, là, vraiment, t'es vraiment statique au pur. Là. Exact. C'est n'importe quoi sur ton board stake. T'as ton +1/+1 ton dead touch pour vrai. Puis en plus, t'as un tour avec un deuxième phase de combat que tu peux bien placer au bon moment. Tu sais, tour 5, déjà, avec là, on est déjà avancé dans la game. Ça coûte pas de plus. Si t'as déjà un bon board stake, tour 5, tu utilises tes 5 mana pour jouer ça. Puis t'as 2 tours d'attaque en plus du +1/+1 dead touch. Donc, pour vrai, vraiment, sans face, moi, c'est vraiment du pur value que je peux vous présenter. Là. All Out Assault, je vous le suggère fortement. Déjà, le +1/+1, c'était fort. Là, en plus, ils ont dead touch. Puis en plus, t'as une autre phase d'attaque. T'as une autre phase d'attaque. Tu sais, on s'entend, je veux dire, tu sais, souvent, ce qui arrive, le monde, ils vont bloquer avec les créatures pour essayer de faire des dégâts à tes créatures pour descendre leur toughness. Mais là, s'ils essaient de faire ça, ben, tu vas juste les détruire, leurs créatures, parce qu'ils ont dead touch. C'est sûr qu'ils vont passer. Tes petits 1 vont passer. Ben, c'est des 2-2 parce qu'ils ont +1/+1. Mais c'est certain que personne va se mettre une grosse bébête devant ça. Là. Alright, messieurs, on a fait le tour, on a sorti nos 3 perles chacun. Est-ce que vous aviez des mentions spéciales? On va y aller random comme ça. Alex, t'avais-tu une mention à nous mentionner? Oui, moi j'en ai une, encore. Mon petit côté standard qui ressort un peu. En l'honneur de Leyline Binding, qui a fait des ravages, et qui fait encore des ravages d'ailleurs. On a une carte qui s'appelle le Static Snare. Ouais, c'est 4 colorless, 1 blanc, ça flash, c'est un enchantement qui va isoler, là. When this enchantment enters, exile target artifact or creature in opponent control until this enchantment leave the battlefield. Mais la particularité, c'est que Dispel, l'enchantement coûte 1 de moins pour chaque créature qui attaque. Donc, si les créatures qui t'attaquent, tu peux l'exiler. Si toi t'attaques pour te faire un chemin, t'as le goût de tasser la créature qui est dans le chemin ou un artefact qui est dans le chemin, tu peux le faire. En flash? Fait que c'est des petits bonus. En flash. En flash, c'est ça. Tu peux le faire, garder priorité, déclarer ta force d'attaque. Je garde la priorité, je fais un flash. On tasse de là, tu pensais que t'étais protégé. Pouf, pouf, t'en pantouf. Puis ça trigger avec aussi là, le Beanstalk. Beanstalk qui est un enchantement qui est joué énormément en standard. C'est ça qui gagne. Up the Beanstalk. Up the Beanstalk. Qui te fait piger dès que tu casses quelque chose à 5 et plus. Le mana rejection ne compte pas, donc c'est un peu comme le Leyline d'ailleurs, le Leyline Binding, qui est un peu similaire à ça. C'était mon petit coup de cœur, là. C'est une unco qui, pour l'instant, ne vaut pas bien cher. Je sais, c'est à voir ce que ça va faire pendant les tournois. On a commandé. Mario, une petite perle de ton côté? C'est un dragon. Un autre? Un dragon rouge, ouais. Gold Lost Triade. 5 à caster, 4-3 Flying Myriade, 4 colorless, 1 rouge pour un dragon qui a Flying Myriade. Quand que ce dragon-là fait des combat damage à un joueur, tu crées un Treasure Token. C'est vraiment cool comme carte. Il y a Flying, fait qu'il y a une sorte d'evasion. Tu sais, ce serait facile d'avoir minimum 2 Treasure Tokens, d'après moi, avec cette carte-là lors de l'attaque. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est si tu es capable de doubler ou tripler le myriade. Là, ça devient vraiment cool. Ouais, parce qu'on se souvient, un myriade se stack. Fait que si tu as 2 triggers de myriade, tu vas créer 2 créatures. Puis c'est pas des petites créatures, là, c'est du 4-3 flying. Tu sais, des tokens doublers aussi. Ouais, effectivement. Token doubler va doubler la créature, qui va doubler les trésors quand ils vont aussi arriver.
Fait que ça, c'était ouais, c'est ça, le Goldless Triad. Il est tombé dans mon... Fait que, tu sais, dans mon deck de Mirim, il va être dedans. Dans mon deck de Ishin, il va être dedans. Dans mon deck de Dook, il va être dedans. Attends. Et puis, mettons que tu le mettrais avec un Mardu Sagebreaker, là. Non, parce que les créatures, les tokens vont être tapped and attacking. Fait que le Myriad, il est comme annulé, là, en fait, là. Ah, Mais ça va c'est quand vrai. même faire 3 Ça copies marche pas, c'est vrai. attaquantes. Fait que, Avec tes donnes de trésors. Ouais. Qui donne des trésors 4-3. Moi, en tout cas, moi, ça, déjà, c'est pas pire. Ah, snap. Mais pareil, Ouais. c'est bon. Non, on l'a pas brisé, on l'a juste bien ben, utilisé. Blade of Selves dessus, C'est c'est ça. drôle, là. Ouais, j'avoue. Oui. Oh my god. Toi, Bobby? Pour vrai, sans farce, là. Écoute, c'est gentil, messieurs. Merci de me l'avoir laissé. On va terminer ça en beauté. C'est la chase card de la collection. De plus, elle est magnifique, pour vrai. Eugene, Eye of the Storm. Je le savais. T'allais prendre ça. ah Je le ouais. savais. C'est sûr. Il fallait la laisser à quelqu'un. On me l'a laissé avec le privilège de vous présenter ce Legendary Planeswalker. Un autre Eugene qui nous rentre. La static abilité, c'est pas juste un Planeswalker. On a des static abilités qui dit When you cast this spell, exile up to one target permanent that one or more color. Donc, on a un removal sur le cast. Whenever you cast a colorless spell, exile up to one target permanent that's one or more color. Est-ce que... Attendez, on répète. Whenever you cast a colorless spell, exile up to one target permanent that's one or more color. Fait que... Moi, j'en connais 2-3 là, qui jouent du colorless puis doivent en train de jubiler. là. pour Direct, vrai, là. sans Attends, faire, c'est magnifique. C'est pas fini, il y a magnifique. des habiletés aussi, Bobby. Ben oui, non, c'est ça, là, c'est Wait, ça. wait, there's Non, more! non. There's more! C'est un Planeswalker qui rentre à 7. On en a des loyalty qualité à dépenser, là. Le plus 2 dessus, on gagne 3 life, puis on draw une card. Le 0, on adopt 3 colorless. Le moins 11, on fait search your library for any number of colorless non-land card, exile them, then shuffle. Until the end of turn, you may cast those cards without paying their mana cost. On l'a bien répondu. Any number. Any number. Any number. Fait que là, tour 7. OK? Tour 7, tour 5, admettons, on était chanceux, on a rampé un peu. On est capable de mettre notre Eugene, mais là, on n'a plus de mana. Pas grave. On fait le 0. On fait 3 mana, puis on sort des petites cartes, des petites mana rock, des petites choses comme ça. Des choses pas trop chères, là, qui vont te coûter un 1 pour mettre sur le battlefield pour exiler les cartes sur le board, comme ça, à droite et à gauche. Non. Urza Bubble. Urza Bubble. Zéro. Des ornithoptères, n'importe quoi qui coûte 0. Exactement. Ouais. Tous les 0, les 1 de Tu remplis ton deck de mana rock parce que tu veux le sortir rapidement. En standard, il va être horrible, man. Tout à fait. Horrible. Puis en moderne, encore plus, parce que en moderne, si je me trompe pas, il y a le Mox Opal dedans. Ben, juste le petit Mox Jasper, là, 0, là. Que Ouais, 0, mais il tape pour rien parce que t'as pas de dragon. Fait que tu sais, il rentre en jeu puis t'as déjà exilé 3 menaces qui pourraient te l'enlever. Après, s'il reste des petites 1-1, des petites 2-2, tu sais, comme... Ils casseront pas là, le Hugin à 7 de loyauté. Là, à 7 minimum, admettons que tu as utilisé les 3 mana, tu peux l'avoir augmenté à 9 déjà sur le premier tour en gagnant de la vie puis en pigeant des cartes. Admettons qu'on avait plus de cartes en main, non, pour vrai, sans farce, là, je comprends que le prix demandé de cette carte-là en ce moment est vraiment élevé. C'est la nouvelle chase card de la collection de Tarkir. Je pense que c'est la carte que tout le monde va vouloir pogner. Puis en plus, je le répète encore une fois, messieurs, regardez, on va vous le montrer à l'écran, là. On a 2 côtés, c'est un double face card. Le petit côté avec le petit bébé Hugin, puis le vieux Hugin sage de l'autre côté. Pour vrai, la carte est juste complètement folle. Elle est vraiment belle. C'est du bonbon. Ça va être des chase cards là, en foil là, que le monde va vouloir avoir pour garder ça pour plus tard parce que c'est quelque chose. Déjà que la carte est très bonne, sinon excellente. Le petit côté où ce que le monde va vouloir avoir, c'est l'extra là, du. La réversible foil, là, TCG, ils l'ont à 113,41 US. 130. Sortez les bidous US. si vous voulez blinguer votre deck. Ouais. On en connaît tous un qui va le blinguer. Il y a peut-être quelqu'un qui va le poigner là, dans son collecteur. Exact. Hey messieurs, quelle belle collection. On l'a jeté un petit coup d'œil là-dessus. Est-ce qu'on a du value? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser un peu pour ça? Moi je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Ben, en fait, je te dirais, il y a moins de cartes pour du monocouleur, puis beaucoup plus de cartes pour du tricouleur. Si vous avez beaucoup de decks, 2-3 couleurs, là, c'est une belle série à acheter. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de value aussi avec les chase cards. Il y a, encore une fois, je dis tout le temps, il y a quelqu'un qui va casser des cartes. On va voir quelque chose qui va exploser. Il y a tellement...
la beauté de Magic, c'est qu'il y a tellement de chimie, de mélanger des affaires avec ça, qui Tarkir, je pense, ça va ressortir du lot. Puis en plus, l'offre est là. Hein? On a 5 précomptes qui sont offerts, 5 recettes déjà bien éprouvées. On a une belle collection avec beaucoup de dragons, un peu de zombies, à ce qui paraît, je ne le savais pas, mais vraiment, il y a un beau choix. Il y a du choix là-dedans. Puis pour vrai, il y a de tout pour pouvoir avoir du plaisir avec une nouvelle collection comme ça. Donc, messieurs! Moi, je veux juste dire quelque chose avant qu'on finisse, là. Si vous me voyez dans la rue en train de quêter de l'argent, c'est parce que Bobby m'a fait acheter le deck de Mardu. C'est sûr, il va falloir que je la jette. J'ai pas le choix. Ça va être à cause de ça que je vais être dans la rue, parce que Bobby va me faire encore des dépenses. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire avec ça. Ça va être un plaisir à jouer. D'après moi, on va avoir du plaisir à jouer ça ensemble. Avec, messieurs, encore une fois, un plaisir d'avoir passé cette belle soirée avec vous. On va prendre 2 petites secondes, on va vider le stack, puis on va se rejoindre de l'autre côté en instant. Magicien, magicienne, on est en fin de tour. Il est maintenant temps de vider le stack. Ça a été un plaisir de partager cet épisode avec chacun de mes collègues ici. On voulait prendre ce petit instant pour vous remercier tous et chacun de vous être joints à cette belle aventure. On vous invite aussi, si vous le voulez bien, à juste mettre un petit abonnement, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Ça va nous encourager à continuer. Vous serez aussi de cette manière-là notifié lorsque les prochains épisodes vont être disponibles. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-nous ce qui a retenu votre attention durant ce podcast. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord de Spelltable QC, une communauté Magic 100% québécoise. Le lien sera sous la vidéo. Qui sait, vous pourriez même vous trouver à partager quelques parties avec les changeurs de phase. N'oubliez pas de liker et partager notre vidéo. Merci de vous être joints à nous pour ce podcast et on se donne rendez-vous pour notre prochain tour.